Bonjour à tous. Je m'appelle Ashley Ouvrier, donc je suis anthropologue de la santé. J'interviens aujourd'hui pour animer cette belle table ronde au titre du LASA, qui est un laboratoire associatif marseillais dédié aux sciences sociales appliquées. Pour notre collectif, la santé des migrants et des personnes vivant en situation de précarité et de vulnérabilité constitue un sujet de recherche important qui nous permet de développer une réflexion sur le sens du prendre soin, mais également sur la place du sujet en médecine. C'est un thème qui se justifie à la fois scientifiquement et politiquement. Je pense notamment aux travaux marseillais de mes collègues Juliette Sacoyan et Cyril Farnarié. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter 5 intervenants qui finalement, depuis leur point de vue de médecins, patients, chercheurs extérieurs et aussi traducteurs, vont venir nous parler de leur expérience de la traduction, que l'on peut aussi nommer autrement une mise en mots MOTS et MAUX. Ces différents points de vue, à mon sens, vont nous conduire à revisiter les définitions peut-être conventionnelles que nous avons parfois du soin et de la relation médecin-malade. En passe, comme vous l'avez vu dans le film hier, donc les traductions sont plurielles. Elles peuvent être le fait de traducteurs informels, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en anthropologie, les familles de patients, enfants, conjoints, petits-enfants, parfois acteurs associatifs, bonnes âmes trouvées dans les couloirs de l'hôpital. Mais elles peuvent aussi relever de traducteurs professionnels, téléphoniques, comme ceux que mobilise notamment la PAS de la Timone et les personnes qui travaillent pour ISM Interprétariat. Finalement, qu'est-ce que ces modes de traduction apportent aux soins de l'autre ? Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Comment un tiers s'insère dans le colloque singulier avec le médecin ? Sur quel modèle économique, ressources humaines fonctionnent ces traductions ? Avec quels avantages, quels inconvénients ? Plus largement, est-il possible de produire une clinique de l'autre qui ne prend pas en compte sa langue, ne la traduit pas ? Quel peut en être le prix ? Et finalement, qu'est-ce que l'expérience des membres pluriels de la clinique de la PAS peut apporter à la réflexion sur la clinique de l'autre dans sa singularité linguistique, mais également dans son altérité tout court. Donc, sur cette introduction toute en interrogation, je vais donc laisser la parole à mon collègue Jérémy Girartz. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour présenter votre propos et qu'ensuite nous laisserons la parole à la salle et aux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais alors aller à l'essentiel. 10 minutes, c'est court. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une esquisse des différentes difficultés qui sont liées à la communication entre les soignants et les patients migrants et précaires dans le contexte d'une prise en charge médicale et sociale à l'hôpital public, donc dans les PAS. Alors, les PAS sont des unités hospitalières qui prennent en charge les personnes rencontrant des difficultés dans leur accès au système de santé. L'objectif de la structure, pour le rappeler, c'est la réinsertion dans le droit commun. C'est-à-dire que la PAS, c'est donc un dispositif d'exception qui a vocation à être une passerelle vers le système de santé traditionnel. Alors, les patients concernés par ce dispositif sont principalement des personnes qui n'ont pas de sécurité sociale ou qui sont fortement désocialisées. On y retrouve en grande majorité des étrangers qui sont en situation irrégulière ou non, souvent nouvellement arrivés sur le territoire. Une des catégories d'obstacles qui rend difficile cet accès aux soins pour ces patients est liée en fait à un déséquilibre dans la communication entre ces patients et les médecins. Et c'est sur cette catégorie que je vais me pencher aujourd'hui. Et je vais diviser ma présentation en 3 types de biais. Il va y avoir les biais linguistiques, les biais culturels et les biais sociaux. Et je vais essayer aussi de présenter un peu les solutions que les professionnels des PAS ont trouvées pour contourner ces biais. Alors la barrière linguistique est sans doute la plus handicapante dans la relation de soins. Elle est la plus présente chez les patients migrants et précaires. Elle est un des facteurs majeurs d'inégalité de santé de manière générale.
Elle se manifeste lorsque les soignants et les soignés ne partagent pas la même langue maternelle et dans une majorité des situations ne partagent aucune langue commune, ou seulement de manière très partielle. Donc dans les PASS où j'ai fait mes observations, cela concerne donc la majorité des patients. Le fait de ne pas avoir de langue commune amène à des refus de soins dans le droit commun. C'est pourquoi la barrière linguistique constitue une des raisons qui pousse ces patients à consulter dans les PASS. Alors elle peut être rédhibitoire en ce qui concerne l'accès aux soins. De manière moins radicale, les problèmes de communication qui sont liés à l'absence de langue commune dans la relation de soins mènent à des erreurs de diagnostic, à de moins bonnes adhésions ou observances des traitements de la part des patients et à davantage de complications médicales. Donc cette barrière, elle peut être contournée de plusieurs façons et de manière plus ou moins efficace. Alors du côté des patients, Ashley vient de le dire, il est fréquent qu'ils viennent à la consultation accompagnés d'un traducteur improvisé, qu'ils utilisent une deuxième langue plus ou moins bien maîtrisée. Ce sera le plus souvent l'anglais. C'est ce qu'on a vu dans le film d'hier. On voit que la communication se fait beaucoup dans un anglais approximatif. Dans de nombreux PASS, des solutions ont été cherchées dans l'interprétariat. On en parlera tout à l'heure. L'interprétariat par téléphone avec Interservices Migrants. Et le principal problème, par contre, de l'interprétariat professionnel, c'est le prix élevé des services, ou peut-être le vrai problème, c'est que les PASS, en tant que structure hospitalière sous-dotée, connaissent des pressions budgétaires importantes et ne peuvent recourir à l'interprétariat en fait que de manière parcellaire pendant les prises en charge. Alors d'autres outils originaux ont été développés dans certaines PASS. Des PASS ont construit des questionnaires à réponse fermée en plusieurs langues. D'autres PASS ont inventé des systèmes de cartes avec des pictogrammes où il existe aussi des logiciels de traduction. Mais en fait, à côté de ces outils qui permettent d'améliorer la communication lorsque le médecin et le patient ne parlent pas la même langue, un élément central a été dégagé lors de mon enquête, et c'est sur celui-là que je voudrais insister aujourd'hui, et c'est celui dans l'amélioration de la communication grâce à l'expérience que les professionnels des PASS ont accumulée dans ce domaine. Il s'agit d'un ensemble de compétences et de savoir-faire qu'ils ont développés et qui améliorent leur capacité d'interprétation et de compréhension des patients qui ne parlent pas leur langue. Donc en fait, ils décrivent et se servent de tout ce qui est autour du langage parlé. Donc ils décodent les mimiques et le langage corporel, ils accompagnent physiquement des gestes, leurs paroles, etc. Ils savent par exemple faire la différence entre un patient qui dit oui, oui, mais qui n'a rien compris, et un patient qui dit oui et qui a effectivement compris. Donc ces compétences ne sont pas perçues comme telles par les professionnels, qu'elles sont acquises de manière autodidacte et informelle, et sont utilisées de manière spontanée. Donc elles apparaissent comme naturelles, alors qu'elles sont bien le résultat d'un long apprentissage acquis par le travail auprès de ce public. Alors la seconde barrière que je voudrais présenter, c'est la barrière culturelle. Donc j'entends ici les codes culturels qui permettent de parler du corps et de traduire en langage parlé les mots et la douleur, par exemple. Interpréter la douleur, dire où ça fait mal, comment ça fait mal, ou même la somatisation. Tout ce qui relève en fait de la traduction des sensations corporelles en langage parlé est acquis de manière culturelle. Ça veut dire que ce sont des compétences acquises socialement et qui peuvent changer d'une société à l'autre. Alors par exemple, une médecin généraliste que j'ai interrogé m'a raconté qu'un patient ne comprenait pas lorsqu'elle lui demandait s'il avait maigri. Et cette médecin avait fait un séjour au Tchad pendant 1 an, et grâce à cette expérience, elle a su que le problème ne venait pas d'un problème de langue, mais d'un problème de perception des phénomènes corporels. Elle lui a alors demandé s'il avait fondu, parce qu'elle se souvenait qu'au Tchad, on utilisait les termes fondre et grassir, donc prendre du gras, et non pas maigrir et grossir. Donc elle a pu régler ce problème de communication grâce à sa connaissance d'autres cultures. Donc cette barrière culturelle gêne surtout la prise en charge lorsqu'il s'agit de symptômes psychosomatiques, psychologiques ou de somatisation. Alors le décalage entre médecins et patients migrants dans la représentation de la maladie est aussi un élément culturel qui peut nuire à une bonne prise en charge. Alors on peut prendre l'exemple du sida. Le VIH représente un tabou pour beaucoup de populations, surtout venant d'Afrique. Alors le personnel soignant des PASS fait souvent face à de la méfiance, voire de la réserve de la part des patients. Alors l'observation que j'ai pu faire des médecins à la PASS dans cette situation a montré qu'ils adoptent des stratégies qui sont basées encore une fois là, sur leur connaissance des patients, des patients migrants et de leur habitus culturel. Donc ils vont aborder une première fois la question mais sans insister.
Et ensuite, en fonction de la réaction du patient, le médecin adaptera sa stratégie. Donc si la patiente a peur, le médecin ne va pas insister, et c'est qu'après plusieurs consultations, une fois que la confiance s'est installée, que le médecin abordera une nouvelle fois le sujet. Et le médecin insistera sur la confidentialité en disant qu'on n'a pas besoin de raconter à tous ses proches ou à toute la famille qu'on est séropositif. Et il va insister aussi sur... Voilà, je me dépêche. Alors, voilà, ce qu'il faut faire attention au niveau de la barrière culturelle, hein, c'est aux faux pas culturels, aux erreurs d'interprétation ou aux incompréhensions qui peuvent avoir lieu. Hein. Alors ici aussi, le contact et l'expérience du travail avec les patients permettent de développer un savoir et un savoir-faire qui permettent de limiter ces barrières. Donc la première arme des médecins des PASS pour contourner la barrière culturelle, c'est la connaissance de cette barrière culturelle. Donc cette connaissance accumulée permet par ailleurs de créer des situations de confiance auprès du patient qui se sent considéré et compris comme une personne dont la culture est différente de celle du pays d'accueil. Alors la troisième barrière, c'est la barrière sociale, hein, celle qui s'incarne par des habitus de classe différents. Les patients sont dans leur grande majorité dans une situation de précarité économique et sociale extrême. Ils connaissent des conditions de vie très marginales et stigmatisées qui peuvent être méconnues ou mal connues des professionnels de santé. Alors les patients rencontrés dans les PASS n'ont quasiment jamais de travail salarié ou de revenus fixes, ne mangent pas toujours à leur faim, ils vivent très souvent dans des habitats précaires, dans la rue, hébergés chez des compatriotes ou entassés dans des foyers de travailleurs migrants. Ces conditions de vie, qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, s'accompagnent d'une stigmatisation et d'une honte qui rendent difficile la verbalisation de ces problèmes par les patients. Hein, les observations que j'ai pu faire au sein des PASS ont montré que les patients n'évoquent pas souvent d'eux-mêmes les difficultés qu'ils rencontrent. Au contraire, ils sont plutôt discrets et ont un comportement plutôt passif par rapport à ça. Ils attendent que le médecin pose des questions. Alors de plus, l'accumulation des problèmes de tous ordres, hein, que ce soit économique, logement, etc., et la gestion au quotidien de ces problèmes par les patients vont faire que les patients ne viennent pas avec un problème précis. Ils n'ont pas, ou en tout cas, ils n'ont pas un souci ou une conscience de leur état de santé général ou sur le long terme. Donc la prévention ou le dépistage est ainsi souvent loin de leurs préoccupations. Donc ici, on a une communication qui est perturbée par le silence des patients. Hein, les observations dans les PASS ont montré que pour déjouer cette barrière, les médecins anticipent les réalités afin de poser les bonnes questions qui pourront mener à une prise en charge adaptée. Alors, il est également nécessaire qu'ils construisent une relation de confiance qui délivrera la parole chez le patient. Pour cela, le médecin doit avoir une bonne connaissance de ces éléments de la vie sociale du patient pour pouvoir les prendre en compte dans la prise en charge. Cette connaissance est ici aussi acquise par l'expérience du travail auprès de ce public. Alors, les médecins vont presque systématiquement s'intéresser aux conditions de vie, le logement, le travail. Alors, juste encore une petite anecdote, après je conclus. C'était lors d'une observation que j'avais faite dans une PASS, une médecin avait spontanément, après quelques questions, avait demandé à un patient discrètement s'il avait recours, alors c'était un patient, un jeune Congolais, s'il avait recours à la prostitution masculine. Moi ça m'avait un peu marqué parce que c'est vrai que la prostitution masculine, c'est pas quelque chose à laquelle on pense spontanément quand on a un patient en face de soi. Et on voit que en fait, la connaissance accumulée des situations des patients fait qu'on acquiert aussi, on arrive à détecter des problèmes de manière très, très subtile. Alors pour conclure, les trois barrières que je viens de présenter constituent donc tous des facteurs de risque particuliers pour les patients migrants et précaires. Alors, c'est évidemment pas les seuls, mais c'est ceux qui sont liés à la communication. Alors le cumul de ces différentes barrières a un effet multiplicateur qui va rendre la prise en charge des patients particulièrement sensible. La prise en charge dans ces structures de type PASS permet de développer des savoir-faire et des pratiques adaptées qui permettent de les réduire. Donc cela peut passer par le développement d'outils particuliers, et c'est surtout au travers d'une expertise et d'une connaissance des patients que ces barrières vont pouvoir être surmontées. Donc il y a bien en fait une spécialisation informelle des professionnels dans une prise en charge de la précarité dans un contexte de migration qui leur procure une connaissance des problématiques liées à ces barrières. Alors l'espace des permanences d'accès aux soins de santé constitue donc un espace légitime pour un certain type de prise en charge, notamment pour une communication adaptée, et ce dans ses différents aspects.
Mais alors le problème, et là je finis vraiment, comme je le disais au début de ma présentation, c'est que les structures de passe sont des structures d'exception, ce sont des passerelles, sont transitoires, et elles n'ont donc pas ni la capacité ni l'ambition de prendre en charge sur le long terme ces catégories de patients. Donc il est nécessaire de développer des espaces de soins dans le droit commun qui possèdent aussi ces compétences et qui permettraient à ces patients d'être mieux intégrés dans le système de santé. Merci beaucoup, Jérémy.